Bien, on va reprendre. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Veillet, je suis très heureux de modérer cette deuxième plutôt table ronde. On commence avec un léger décalage, hein. C'était censé se dérouler de 11h30 à 12h20, ce sera plutôt donc 11h45, 12h35, hein, si on transpose. On va parler d'Internet, ou en tout cas d'outils numériques accessibles via la toile, mais je pourrais peut-être commencer en faisant un petit rappel qui est peut-être inutile, mais que le milieu des musiques de tradition orale s'est intéressé au numérique avant la démocratisation d'Internet. On sait que c'est à peu près le milieu des années 90 qui a vu une grande partie de la population de la France progressivement s'intéresser à la toile, etc. Mais le milieu des musiques traditionnelles s'était déjà posé la question du numérique bien avant, surtout à partir de la fin des années 80, et surtout en ce qui concerne les chercheurs qui, en ethnomusicologie, collecteurs, etc., qui, depuis la fin du 19e siècle, avaient accumulé une masse exceptionnelle de données, d'enregistrements principalement, depuis l'époque des rouleaux de cire à la fin du 19e siècle jusqu'aux cassettes audio à bande magnétique, en passant par les disques 78 tours. Ils avaient aussi filmé. Et toutes ces ressources déjà étaient sur des supports fragiles qu'il fallait sauvegarder. Donc le premier objectif, c'était de sauvegarder ces archives en les numérisant avec les moyens techniques dont on disposait à l'époque. La FMDT s'est posé très tôt cette question, la Fédération des associations de musique et danse traditionnelle, qui a toujours une commission de documentation, et qui s'est posé la question, avant de l'accès sur Internet, qui était de toute façon pas possible à l'époque, la question de la sauvegarde. À la même époque, les différents laboratoires de recherche en ethnomusicologie autour du musée de l'homme, etc., évidemment, avaient la même démarche. Et c'est plus tard, avec l'arrivée d'Internet, que se sont posées d'autres questions. Il y avait bien sûr toujours la volonté de continuer à numériser et de permettre l'accès à ces sources numérisées, mais après, ça s'est bien sûr élargi. Les musiciens qui avaient une activité scénique ou professionnelle se sont emparés de l'outil. Enfin, voilà. Donc c'était, je pense, important de distinguer le numérique et Internet, mais là, on va vraiment parler de 3 expériences accessibles sur la toile, que peut-être parmi vous allez avoir envie, en nous écoutant, d'aller directement sur les 3 sites dont on va parler, même si, je vous explique un peu comment ça va se passer. On va avoir une présentation vidéo très courte de chacun des outils, qui sera commentée par les personnes présentes ou non, puisque nous avons 3 intervenants, mais 2 seulement sont parmi nous, puisque la grève de transport a empêché l'une d'entre elles de nous rejoindre, mais elle sera présente via la toile, via Skype. Les 3 intervenants que nous accueillons ce matin ont beaucoup de points communs, notamment celui d'être à la fois des techniciens, des gens qui s'occupent d'un outil qu'ils font vivre, qui ont une réflexion technique, mais aussi des praticiens de ces musiques de tradition orale. Jérôme, juste à ma gauche, est sonneur, Gwenaëlle joue du violon, hein, et Anne-Florence Borneuf, qui est la 3e intervenante qui nous parlera depuis Paris, elle est chercheuse en ethnomusicologie. Et vous êtes donc tous les 3 responsable d'un outil que vous allez nous présenter. Donc je vous propose de commencer par ces présentations pendant une dizaine de minutes pour chacun des sites, puis on aura une discussion un peu plus large des enjeux que soulève la mise en ligne et l'entretien de ces sites. Alors on va commencer avec Gwenaëlle, hein, qui est ici, qui représente Bretagne Culture Diversité, et qui va nous parler du portail Bretania, ou Britannia, je ne sais pas comment on prononce. Bretania, voilà. Et je te propose d'abord de commenter, si tu en ressens le besoin, la vidéo que Erwan Burban nous a préparée, qui va avec l'équipe technique, on va vous lancer maintenant sur l'écran. Et ensuite, on discutera un peu plus précisément des motivations et du contenu du site. Donc normalement, si je clique, ça va. Bien. J'ai pas eu de formation technique, moi. Hein. On m'a dit tu cliques et ça va se lancer. Eh ben, c'est le cas. Donc ça y est. Oui. Alors, bon, je ne sais pas si je dois
commenter. C'est vrai que là, on a une navigation un peu muette. Je peux peut-être resituer le contexte de l'outil. Alors d'un point de vue plus institutionnel, ce site-là est une commande du Conseil régional de Bretagne qui en a donc délégué la gestion à une association Bretagne Culture Diversité. Bretania est un outil, mais pas seulement. Alors d'abord en tant qu'outil, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est comme outil? On pourrait résumer ça à une agrégation de bases de données. C'est-à-dire qu'on travaille en réseau avec un certain nombre d'acteurs du milieu culturel et patrimonial, que ce soit d'Astum, dont on a beaucoup parlé ce matin, que ce soit des musées, comme le musée de la carte postale de Beau, bientôt le musée de Bretagne. À Rennes, on va avoir des centres d'archives municipales, départementales, qui ont des fonds disponibles en ligne. Et notre rôle à nous, c'est de pouvoir faire une recherche globale sur tous ces fonds. Donc pour l'instant, on agrège autour de 30 bases de données. On travaille avec une soixantaine d'acteurs du milieu culturel patrimonial. Et qu'est-ce que ça peut apporter pour un musicien, par exemple? Un musicien qui cherche un morceau de musique en Bretagne va par exemple plus spécifiquement se connecter à Dastum et faire sa recherche pour avoir un morceau. L'intérêt de Bretania, c'est plutôt d'avoir une recherche élargie sur des sources que l'on a choisies et sur lesquelles on a travaillé avec ce qu'on appelle les contributeurs, les personnes ayant fourni ces données. Je cherche un morceau de musique, je vais avoir les enregistrements d'Astum qui vont remonter, mais je vais également avoir des textes qui vont être publiés au pur. Je vais peut-être avoir aussi des tableaux. Je cherche Gavotte. Bon, on va avoir des dessins de personnes dansant la gavotte qui sont possédées, enfin qui appartiennent au fond du Cartopole à Beau. Donc je vais pouvoir non seulement avoir de la musique, mais aussi le contexte autour de ces musiques. Je cherche un interprète, peut-être qu'il a publié et que ses archives sont disponibles à la BNF. Et donc ça, je vais pouvoir en fait mettre ces musiques dans leur contexte. D'accord. Je crois que la petite visite numérique est achevée du site. Alors, donc c'est vrai c'est plus large que la musique. Hein. On est vraiment dans tous les aspects de la culture bretonne. Tu peux peut-être rappeler un peu, pour les gens qui viendraient peut-être d'un peu plus loin, ce qu'est Bretagne Culture Diversité et comment ces structures s'est montée. Elle est finalement assez récente. Un petit rappel? Oui, alors, Bretagne Culture Diversité est assez récent. Ça fait 8 ans maintenant que l'association existe. C'est issu d'une volonté d'avoir une structure qui apporte une vision un peu générale sur... Alors nous, on a tendance à parler des cultures de Bretagne, et pas seulement de la culture bretonne. C'est-à-dire on s'inscrit dans un territoire qui est la Bretagne historique, à 5 départements, mais on va s'intéresser non seulement à ce qui fait la Bretagne d'un point de vue culturel et patrimonial, mais également à ce qui fait la Bretagne en termes de diversité culturelle, en termes de droits culturels, donc son histoire, c'est les personnes qui font la Bretagne. Dans ce cadre-là, on a un certain nombre de missions qui sont non seulement donc, la gestion de cet outil-là, mais de faire un inventaire du patrimoine culturel immatériel. On organise aussi des colloques la semaine dernière sur les droits culturels. On met en place un certain nombre d'outils sur les langues galaises et bretonnes pour rencontrer des locuteurs natifs. On met en place des conférences sur l'histoire de Bretagne, mais avec un regard un peu différent. Donc voilà, on a une activité assez large autour ce qu'on résume, nous, aux cultures de Bretagne. Et le site, le portail, en tout cas, dans ce cadre-là, c'est très important dans les activités de BCD. C'est plus une vitrine, c'est vraiment l'outil principal? C'est pas l'outil principal, c'est un outil qui a deux rôles. Alors tout à l'heure je disais Bretania est un outil mais pas seulement. Le premier rôle qui
qui est plus visible. Donc c'est une sorte de moteur de recherche dans lequel on va pouvoir parcourir des documents, s'informer. Mais ce qui est important, c'est qu'autour de ça, il y a un réseau, ce qu'on appelle un réseau de contributeurs, donc des centres d'archives, des petites, grosses associations, de l'institutionnel, donc ça va être des archives, des musées, des bibliothèques, qui se mettent ensemble pour faire vivre le projet et qui discutent de problématiques communes, notamment autour de la médiation de leurs fonds. Comment est-ce qu'on atteint le public, à qui on s'adresse. Britannia est un des aspects, en fait, une traduction de ces interrogations et par ailleurs, nous, on essaye de mettre en place des outils se basant sur ces informations, sur ces données pour essayer d'atteindre d'autres publics. Après, dans Bretagne Culture Diversité, il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place. Britannia n'est pas négligeable, mais est une action parmi d'autres. D'accord. On va revenir sur plein de questions hein, dans la deuxième partie. Là, l'important était d'avoir un premier aperçu. L'idée est maintenant de parler à notre... Eh ben, elle est là. C'est formidable. Elle est présente. C'est Anne-Florence Borneuf qui est en direct avec nous depuis la Philharmonie de Paris. Alors, je sais qu'elle nous entend, mais elle ne voit pas forcément ce qui se passe sur scène. Déjà, bonjour. Bonjour. Et nous vous entendons, donc c'est parfait. Hein, c'est parfait, on va pouvoir dialoguer. On regrette de ne pas vous avoir avec nous, mais voilà, les circonstances en ont décidé autrement. Et... Je regrette aussi de préférer être présente au milieu de vous, de la même façon que la musique a plus de chair, de substance quand on est ensemble. Voilà, mais nous sommes dans une journée consacrée au numérique, aux différents outils, donc je pense qu'il fallait qu'on ait au moins cette expérience une fois. Je vais me diriger vers l'ordinateur pour lancer une présentation vidéo. En fait, on a trois en ce qui vous concerne. La première, ça va être la présentation de Philharmonie Live, puis de PAD, puis de l'EduTech, enfin les trois sites dont vous occupez pour la Philharmonie. Et on parlera après plus précisément de la démarche autour de la création de ces outils et de... Voilà, alors on a à l'écran les différentes... diffusion parce que évidemment une bonne partie des sources de musique du monde, vous m'arrêtez si je me trompe, les sources consacrées aux musiques du monde ou aux musiques de tradition orale sur votre site sont les concerts qui ont eu lieu à la Cité de la Musique au fil des années. Voilà, exclusivement les concerts. Voilà. Donc là on a une carte avec de grandes zones culturelles et sans doute toutes les différentes propositions scéniques qui, au fil des années, on a pu découvrir sur la scène de la Cité de la Musique. Oui, exactement. Donc, comme vous me disiez, quand on préparait cette journée au téléphone, Philharmonie Live permet de voir des concerts en direct. Et ensuite, vous avez un deuxième... Oui. Un deuxième site qui permet d'accéder, une fois que le direct s'est achevé, que ces concerts sont archivés, d'accéder à ces archives, pouvoir les visualiser de chez soi un peu plus tard, voire beaucoup plus tard. Et puis là, on voit une fiche technique avec j'ai pas eu le temps de... C'est la musique du Japon, et on a un extrait vidéo qui parle. Un koto. Un autre extrait arrive. On continue de visiter cette page consacrée aux musiques du Japon. On arrive maintenant aux ressources pédagogiques autour des chants et rythmes de travail dans le monde, avec des exemples venus d'Italie, des États-Unis, d'Afrique du Sud, du Pays Basque,
prochainement disponible. Et on va prendre l'exemple des Mondines du nord de l'Italie. Voilà. Ben, vous êtes de retour à l'écran, je vous précise quand même. Voilà, on aura deux autres vidéos. Je ne sais pas si on peut quand même faire un point d'étape pour... Oui, bien sûr. Allez-y. Bien sûr. Alors, je vais déjà peut-être juste corriger une toute petite chose, c'est que je ne m'occupe pas des 3 sites. Live, qui correspond aux premières images que vous avez vues, et disons le fruit d'un travail plus du côté de la communication à la Cité de la Musique, Philharmonie de Paris. Enfin, néanmoins, là, dans cette navigation extrêmement rapide, on a pu voir les 3 portails, les 3 sites de la Philharmonie de Paris, qui permettent d'accéder à des musiques, on va dire très rapidement, musique du monde ou musique de tradition orale pour la plupart. Et donc, comme ça a été dit, le socle commun de ces 3 portails, c'est les captations vidéo de la Cité, puis Philharmonie de Paris. Dans la toute première partie, on a vu un extrait de live.philharmoniedeparis.fr. Alors là, pour revenir au sujet de la table ronde, ce sont des vidéos qui sont mises là, mais sans aucune médiation, c'est brut. Alors qu'après, à partir du moment où vous avez vu la navigation par la carte, là par contre, on rentre dans un autre monde. Là, c'est Philharmonie à la demande, donc PAD, PAD. Là, les ressources sont aussi des ressources documentaires, alors sous forme de documentaires vidéo, d'entretiens avec des musiciens ou de pages éditoriales, avec du contenu éditorial, comme vous avez pu voir les musiques du Japon. Alors ça peut être des pages sur des musiques d'un pays, d'une zone géographique, d'une population, avec aussi des pages sur les instruments correspondants ou des genres musicaux correspondants, voilà, comme des zooms, des focus. Et enfin, la dernière chose que vous avez pu voir avec les chants des Mondines, c'est... alors, ça fait partie du site EduTech qui se fait en collaboration avec l'Éducation nationale. Et ce site EduTech reprend exactement les mêmes ressources que le site qu'on avait vu avant, de PAD, sauf que ces ressources sont présentées différemment, disons, dans une... de façon à adhérer plus aux problèmes, trouver de la matière justement dans nos ressources. Et du coup, ce que vous avez vu, les champs de travail, ça par contre, il s'agit d'une production exclusive pour EduTech et destinée exclusivement aux enseignants. Voilà. Comment ces enseignants peuvent-ils avoir accès? Il y a une inscription? Comment ça se passe? Voilà, alors le portail EduTech, une partie du portail est complètement accessible à tout le monde, enfin à vous ou une autre personne à l'autre bout de la Terre, pour un grand nombre de ressources. Par contre, les enseignants, avec leur identifiant académique, ont accès, par exemple en ce qui concerne les concerts, à la totalité des concerts et non pas à des extraits, et à certains documentaires dont la Cité de la Musique a acheté les droits, mais qu'on ne peut pas diffuser sur Internet dans une diffusion globale, on va dire. Et ces enseignants, avec leur code d'accès, peuvent aussi voir certains guides d'écoute, on en verra des extraits tout à l'heure, qui, pour des raisons de droit, enfin, les guides d'écoute qui portent sur une pièce entière de musique, qui pour laquelle, pour des raisons de droit, on ne peut pas la mettre en totalité sur Internet. Voilà.
D'accord, merci. Vous nous avez envoyé 2 autres extraits vidéo, donc je me propose maintenant de lancer le deuxième, qui est un rag, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on appelle un guide d'écoute dans notre jargon. Voilà, j'ai lancé. Hein. Voilà. Avec une analyse musicale extrêmement précise et détaillée hein, de ce morceau. Donc ça, on peut y accéder comment à ce type de ressources? C'est EduTech? Alors, ces guides d'écoute sont disponibles autant sur PAD que sur EduTech. Seulement certains, comme celui que vous avez passé, qui porte sur la totalité du RAG, comme j'expliquais, pour des questions de droit, on ne peut pas les mettre en accessibilité à tout le monde. Donc, ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que PAD a un peu le même statut qu'EduTech en termes d'accessibilité. Une grande partie de PAD est accessible à tout le monde et une autre partie, celle qui comprend justement les guides d'écoute qui portent sur des pièces entières ou l'intégralité ou des captations qui portent sur l'intégralité des concerts, sont accessibles aux adhérents, soit des médiathèques, soit des conservatoires, soit des universités, qui elles-mêmes ont pris une adhésion à PAD. Par exemple, je peux vous dire que la médiathèque de Rennes est connectée, donc si vous avez si vous êtes adhérent à la bibliothèque de Rennes et de Brest et de l'agglomération, me semble-t-il, vous pouvez accéder via la médiathèque de Brest à la totalité des ressources, donc à ce guide d'écoute, par exemple. D'accord, merci. Je vous propose maintenant de visionner. J'aurais peut-être dire quelques mots sur. Est-ce que je peux dire quelques mots sur les guides d'écoute à proprement parler que vous avez vus là? Donc ça, c'est une ressource supplémentaire qu'on met à disposition du public. Comme vous l'avez vu, c'est une façon différente d'entrer dans la musique. Là, on rentre plus dans le langage musical à proprement parler et on peut s'approprier la pièce d'une façon interactive, comme vous avez pu le voir, je pense, avec la vidéo. Donc celle-là est assez substantiel, on va dire. Il est question à la fois des modes utilisés, des rythmes utilisés, de la forme musicale, du texte, etc. Tous les guides d'écoute n'ont pas un tel niveau de complexité, on va dire. Ce que je voulais rajouter, c'est que ces guides d'écoute sont faits avec un outil qu'on appelle Metascore, qui a été développé pour et par récemment la Cité de la musique. Enfin, je dis pour parce que c'est ancien, et plus récemment, on a changé de technologie, ce qui fait que c'est plus dans nos murs que ça se développe maintenant. Et cet outil, en fait, est accessible aussi à toutes les personnes qui voudraient s'en emparer pour faire à leur tour des guides d'écoute, qui peuvent être des choses beaucoup plus simples aussi, qu'ils peuvent mettre sur leur page internet, leur blog, tout ce qu'on veut. Et du coup, dans le sens de la médiation, c'est un outil qui est utilisé par certains ethnomusicologues. Certains ont publié des articles, par exemple, dans des revues, et via un lien, on renvoyait à une page sur laquelle il y avait un guide d'écoute, alors qu'il peut être une navigation dans une vidéo pour voir des extraits particuliers d'un rituel qu'ils analysent, ou bien pour montrer des choses précises. Voilà, donc là on est aussi dans la médiation via le numérique avec les outils de la Philharmonie de Paris. D'accord, merci. Troisième et dernière vidéo consacrée au gamelan mécanique. C'est ça. Allons-y.
voilà, le numérique qui permet de se transformer en personne orchestre et jouer tout seul, faire jouer tout seul un gamelan. Et ça, c'est accessible sur quel outil? Alors, en fait, ce gamelan mécanique, on peut le retrouver soit par le côté pad, soit par le côté EduTech. Il est accessible, il est ouvert à tout le monde. Là, de mémoire, je n'ai plus, je n'ai plus l'adresse en tête. Ça doit être facile à retrouver avec les moteurs de recherche, etc. Si vous tapez gamelan mécanique sur Internet, normalement, ça sort dans les tout premiers résultats. Voilà, alors là, je vous ai montré ça, il s'agit d'une, on va dire, une sorte d'application qui a été faite, là encore, en collaboration avec l'Éducation nationale, dans une optique de médiatiser, enfin, de permettre en réalité aux enseignants d'éducation musicale d'aborder ce sujet parce que c'était une œuvre qui était au bac, enfin dans les œuvres imposées au bac en 2003-2004. Donc évidemment, beaucoup d'enseignants de musique étaient un petit peu désemparés. Du coup, l'Éducation nationale a demandé une collaboration avec la Philharmonie de Paris pour développer cet outil de médiation, disons, pour pouvoir accéder à la compréhension des musiques de Java et Bali. Sachant qu'il n'y avait pas que cette partie-là, il y avait aussi une partie beaucoup plus éditorialisée qui donnait des notions de contexte, etc. Et donc ça a été le point de départ de notre collaboration avec l'Éducation nationale qui, tous les ans depuis, nous commande des guides d'écoute ou des fiches sur les œuvres qui sont au programme du bac. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on en reste là pour cette présentation évidemment courte, mais on a essayé de donner un aperçu le plus large possible. Je vais laisser la parole au troisième intervenant. Vous restez avec nous. On va avoir une séance de discussion à l'issue de la troisième présentation. Ce troisième intervenant, il est présent ici. C'est Jérôme Floury, qui représente l'association Tom Craze, et qui va nous présenter Canal Braze, une web radio consacrée aux musiques de Bretagne. On va lancer la vidéo. Alors je vais peut-être me faire couper par la musique, mais je laisserai la place. Donc là, voilà. Donc là, on est passé de la web radio à l'agenda, ce qui est une des grands principes de Canal Braze, c'est de diffuser de la musique, disons, active ou vivante. C'est-à-dire que quand on écoute de la musique sur la web radio, il y a une petite information qui nous dit « Ah bah, cet artiste-là va se produire samedi prochain à Quimperlé ». Et à la fois, quand on est sur l'affiche d'un artiste sur Tom Craze, on a un petit bloc qui nous dit cet artiste-là est programmé sur la web radio, tel jour et tel jour. Donc il y a un jeu de ping-pong entre les deux plateformes. Le principe pour nous, c'est vraiment de valoriser le fait que ce soit de la musique très active et très vivante. Bon, là, on est sur les plateformes de téléchargement. Donc la web radio Canal Braze, elle est disponible sur canalbraze.bzh. Elle est disponible sur l'application mobile de Tom Craze. Et elle peut être aussi embarquée sur n'importe quel site internet qui peut s'en emparer, copier une petite ligne de code et puis l'encapsuler sur son site. Donc simplement pour parler du début, nous on a fait un constat, Tom Craze, donc ça fait, voilà, on est dans la 18e année d'existence de Tom Craze, c'est qu'on a consolidé un agenda de 50 000 événements entre les FESNOS, les FESD, les concerts et les stages. Et qu'en parallèle de ça, on a consolidé un annuaire d'à peu près 18 000 acteurs, que ce soit des organisateurs, des musiciens, des sonneurs, des chanteurs, etc. Et qu'à un moment, en croisant tout ça, on s'est dit, en termes de médias, c'est un peu tristoun. Quand même, le moteur passionnel de Tom Craze, c'est quand même la musique et la danse, et puis on en diffuse peu. Donc on s'est demandé comment on pourrait faire pour essayer de montrer toute cette richesse.
Et donc on a décidé de créer Canal Braze, qui est sorti en janvier 2017, en partenariat aussi avec Dastume pour valoriser les éditions Dastume en parallèle. Donc en fait, ce que je peux vous dire par rapport à la création de la web radio, c'est que c'était plutôt un défi technique et administratif qu'autre chose, puisque on est basé 100% sur du bénévolat. Donc c'est important de dire aussi que cet outil-là n'a aucun moyen. Donc on est basé vraiment sur que du travail bénévole. Et à la fois, le bénévolat sert à la technique, donc au développement des outils web, à la gestion du serveur, etc., à la création de l'application mobile, mais aussi à tout ce qui est consolidation du corpus de musique. Donc on est aujourd'hui sur un fond de 2200 albums édités. Donc pour l'instant, Canal Braze ne diffuse que de la musique qui a été éditée sur CD. Donc on est sur un fond de 2200 albums qui sont numérisés par un bénévole, qui sont traités par une équipe de 5-6 bénévoles pour leur consolidation, numériser, faire des MP3, brancher ça sur les artistes de Tom Craze, etc. Donc il y a toute une... Derrière, il y a une partie immergée de l'iceberg qui est une grosse usine à gaz quand même. Et la partie bénévole aussi, c'est la programmation. Donc on est une quinzaine de bénévoles à piocher dans... il y a à peu près 22 000 titres pour faire des émissions un peu thématiques, un peu sympas sur... on prend une danse, on prend un artiste, on prend un thème, etc. On essaie de diversifier la programmation. Donc voilà. Donc ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui... on a eu des visites de 143 pays sur la web radio Canal Braze. Il reste quelques-uns à conquérir. Alors. Ouais, voilà. Saint-Kitts-et-Nevis, voilà. si vous entendez. Donc on a reçu des visites de 143 pays. On a à peu près, comme elle est, je vous ai dit, on peut la prendre et l'encapsuler sur un site. Donc elle est sur la page d'accueil de Tom Craze qui est très visitée. Donc du coup elle est visible, mais elle est disponible aussi pour d'autres sites. On a à peu près en moyenne 60 personnes qui l'écoutent en permanence, avec des pics le week-end ou le soir. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'elle manque cruellement de visibilité, puisque notre idée à nous, c'était aussi de promouvoir donc tout ce fond-là, toute la dynamique de la musique bretonne ou d'inspiration traditionnelle, et de la diffuser au plus grand nombre gratuitement. Et après, comme je vous ai dit, on n'a pas de moyens, donc les moyens de communication sont très réduits. Donc pour l'instant, elle est restée en 2 ans et demi d'existence, elle est restée relativement confidentielle ou pas très très visible. On s'est adapté aussi aux contraintes, on va dire, administratives, parce que juste pour la petite histoire, il y a 15 ans, on a voulu monter une web radio à Tom Craze, et les droits de SACEM pour une web radio à l'époque, je crois que c'était 1 400 € par trimestre ou un truc comme ça. Et aujourd'hui, c'est 80 € par an. Comment ça se fait, ça, qu'il y a eu en ce fait, changement ? il y a eu beaucoup de changements pour la diffusion sur les supports numériques, notamment au travers des web radios, qui étaient au départ très mal perçus par les industries. Et donc, il y avait des freins un peu de tous les côtés. Les droits SACEM étaient très chers. Les droits aussi par les sociétés de production étaient extrêmement chers. Et puis finalement, tout ça s'est un peu démocratisé. Ils se sont rendus compte aussi que, entre guillemets, on servait la cause en faisant la promotion de leurs artistes et de leur contenu. Et donc, il y a eu plusieurs réformes successives sur 10-12 ans. Et nous, quand on s'est reposé la question de refaire une web radio, on s'est dit, bah oui, mais ça va nous coûter beaucoup trop cher, on n'a pas les moyens. Et en fait, on s'est aperçu que si, c'était très envisageable au niveau, en termes financiers, au niveau des droits. Il y a une concurrence, entre guillemets, de gros sites comme Deezer, où là, on peut se faire sa playlist comme on veut, où de toute façon, les musiques bretonnes ne sont pas très présentes sur ces grosses structures. Je dirais qu'en fait, le point un peu d'échauffement, c'est l'autoproduction, c'est-à-dire que les artistes qui sont avec des producteurs qui ont des moyens ou qui sont assez présents versent sur ces plateformes-là. Nous, sur la web radio, on a plus de 2 tiers de notre fonds qui
qui vient d'autoproduction. Donc, ce sont entre guillemets des petits groupes qui n'ont pas forcément un producteur et qui n'ont pas le circuit qui va bien pour être présent sur les plateformes d'écoute ou de téléchargement. Après, on est aussi noyé par les super médias et les super productions qui font que cette musique-là est assez invisible sur ces plateformes quand même. Mais ce qui donne sens d'existence à votre web radio en même temps. Ça donne sens, oui. Après, il y a la question des usages aussi où aujourd'hui on a un peu moins le réflexe d'écouter une web radio. C'est presque has-been une web radio. Puisqu'on consomme du contenu soit qui nous est poussé ou soit qu'on s'abonne à des mots-clés ou des choses comme ça. Et donc là, il y a un travail de communication à faire. Vous avez une réflexion donc, sur l'évolution de la base qui peut d'ailleurs lancer la deuxième partie après notre discussion. Ouais, alors il y a beaucoup de pistes de réflexion. Il y a une piste de réflexion qui dit par exemple là, je sais pas, on écoute une gavotte. Peut-être qu'on aimerait bien voir comment ça se danse, donc on va se brancher sur un tutoriel. Enfin voilà, faire des rebonds entre différents sites. Et ça permet le rebond avec ce que disait Gwenaël, avec les différentes ressources disponibles sur justement, tu donnais l'exemple de la gavotte. Voilà. C'est ça, c'est du contexte en fait, mais c'est ce qu'on disait aussi ce matin, c'est-à-dire ne pas avoir la ressource toute nue, mais qu'elle soit un peu avec un emballage un peu plus contextuel. Et puis nous, notre intérêt aussi, c'était de promouvoir la vitalité, donc l'agenda. Et donc d'avoir des rebonds pour dire « Ah oui, mais ça me plaît. Ah, mais il joue samedi prochain à 30 km de chez moi. Ah, mais c'est que 6 €. Ah, je vais y aller. » Voilà, donc c'est un peu ça aussi l'idée de cette web radio-là. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels on est. C'est comment on pourrait faire pour la diffuser en public. Donc là, on touche à d'autres contraintes administratives encore, mais on ferait bien 1 heure de Canal Braze dans le métro à Rennes, par exemple. Mais ça, c'est d'autres... la diffusion dans les lieux publics de cette web radio-là, ça sous-entend d'autres moyens et d'autres façons de fonctionner. Moyens techniques aussi, financiers pour la zone droit. Pour moi, c'est financier, là. Oui. Puisque les bénévoles, qui apparemment vous êtes une équipe ils sont nombreuse, motivés. sont par nature motivés. Sinon, ils ne le seraient pas. Voilà, on a fait pendant une petite demi-heure le tour de ces 3 outils. On pourrait, en lien, j'espère qu'on va arriver à discuter malgré la distance aussi avec Anne-Florence Borneuf. Je vais peut-être changer de place pour pouvoir voir l'écran plus facilement. Évoquer quelques thématiques et des questions que vous êtes posées, peut-être pas de la même manière, mais la voilà, elle est avec nous. N'hésitez pas à intervenir, hein. Vous êtes à l'écran derrière nous, comme si vous étiez présente sur scène. On avait donc, quand on a discuté et préparé un peu cette table ronde, il y a une question qui a été soulevée aussi tout à l'heure, hein, qui est le numérique et donc la distance soulève la question des publics. Hein, on a les gens qui utilisent ces outils, vous ne savez pas forcément qui ils sont, comment ils les utilisent. Alors comment vous êtes posé cette question pour qui vous faites ça et comment les gens utilisent, et est-ce que l'utilisation qu'ils en font d'après les échos que vous avez eus est celle que vous aviez prévue? Gwenaël peut-être. Oui, alors je peux répondre à cette question. C'était justement, c'est une question qui récurrente. On le fait, mais pour qui on le fait? Pourquoi on le fait? On a lancé une consultation auprès des utilisateurs du site pour un peu mieux les connaître. Alors, on n'a pas récolté forcément un échantillon représentatif, mais on a eu environ 1000 réponses et comme on s'y attendait, les personnes qui ont répondu, alors il y a toujours le biais de réponse, ce sont des gens qui ont souhaité répondre. Donc, au niveau sondage, on n'est pas très carré méthodologiquement, mais on fait avec les moyens du bord. Globalement, les personnes qui ont répondu et qui sont utilisatrices de notre outil sont des personnes averties, c'est-à-dire assez proches des cultures qui nous concernent, assez proches de soit des centres d'archives, soit connaissent bien Dastum, enfin ont une idée assez bonne des différents acteurs, des différentes productions. Au niveau de l'âge, on a plus de retraités,
donc des personnes qui ont peut-être plus de temps à consacrer à ces questions-là. Par rapport à ce constat, nous, ce qu'on souhaite, c'est toucher d'autres publics par d'autres canaux. Alors, ce sur quoi on travaille actuellement, c'est d'ouvrir des canaux techniques qui nous permettent d'ouvrir les données pour pouvoir en fait séparer l'outil du contenu. L'idée, c'est qu'on garde Britannia avec son moteur de recherche pour un public averti qui sait ce qu'il va chercher, qui connaît les acteurs, mais de se dire on va par exemple faire des sélections d'outils, enfin des sélections de documents, de ressources, qu'on va les déposer ailleurs. Alors on a déjà entamé ce travail-là, on a mis en place un outil qu'on appelait le widget, mais c'est parce que par fainéantise on n'a pas trouvé de nom plus adéquat. Par exemple... c'est quoi un widget? Alors, un widget, c'est un web gadget, c'est un bout de site que l'on peut mettre dans un autre site. C'est un peu ce qui se passe aussi avec Canal Braze. Par exemple, la mairie de Concoret a du patrimoine bâti, a du patrimoine culturel immatériel, mais n'a pas les moyens de le valoriser sur son site. On crée une sélection sur Britannia, et on la porte dans son site. Donc maintenant, sur la mairie de Concoret, mais en Rostronin aussi, enfin, on a un certain nombre d'acteurs institutionnels ou non, associatifs, qui peuvent s'emparer de ces données-là et les afficher sur leur site. C'est une première étape. On va essayer d'aller plus loin, de pouvoir créer des rebonds, de pouvoir, en fait, que cette matière-là soit plus vivante et qu'elle se diffuse de manière plus fluide que seulement une consultation par base de données ou moteur de recherche. D'accord. Je suis peut-être Anne-Florence sur cette même question des publics et quelle information vous avez sur les utilisateurs de la base? Voilà, alors pour nous le problème est triple, on va dire, puisqu'il y a trois sites. Globalement, en fait, on a assez peu de retours, mais peut-être il faudrait que je parle de la chronologie de ces sites. Comment, si on parle de PAD par exemple, comment est-ce que les ressources qui ont été mises à disposition sont arrivées là? C'est par ces ressources-là qu'on a commencé chronologiquement. L'idée, c'était à l'époque, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années maintenant, de proposer des ressources pour, la cible, c'était le mélomane curieux. Donc ça met déjà la cible relativement haut. Après, à partir du moment où on a commencé à travailler avec l'Éducation nationale en collaboration et que EduTech s'est ouvert, ce qui est beaucoup plus récent, il a fallu qu'on s'adresse à des enseignants, voire à des lycéens. Et donc maintenant, avec l'ouverture récente d'EduTech, qui s'adresse aussi aux enseignants de primaire, il faut qu'on fasse du matériel qui est adapté aux élèves des classes primaires. Donc, on a des ressources qui sont du coup de différents niveaux, qui malheureusement sont pas, ces niveaux ne sont pas, exprimés en fait dans notre site, ce qui fait qu'une personne lambda peut tomber sur une ressource qui est d'un niveau très élevé ou peu élevé en termes de niveau justement, sans savoir. Elle est obligée de la parcourir avant de comprendre si ça correspond à ce qu'elle recherche. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui fait que les résultats, du coup, on a un public qui est potentiellement très, très large et que nous, on vise aussi très large. Du coup, si on se met du point de vue du résultat et des retours, on n'a pas énormément de retours, sauf par des enseignants qu'on peut avoir l'occasion de croiser à certaines occasions, qui à ce moment-là nous disent « Ah, ben ça c'est bien, ça c'est moins bien », ce qui nous permet quelquefois aussi de recentrer. Et en ce qui concerne le public lambda, là on a vraiment extrêmement peu de retours et on n'a pas fait de recherche non plus pour en avoir des résultats. Tout ce qu'on peut avoir, c'est les gens qui prennent la peine de nous envoyer un mail pour nous dire c'est formidable, continuez. Voilà. Alors ces personnes-là sont plutôt des gens
Du Canada, de Suisse ou de Belgique, mais très peu de Français. Ils sont mieux élevés que Voilà, les Français. je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais on a très peu de visibilité pour synthétiser, quoi. Question, oui, juste je pose une question à Anne-Florence et après je te laisse la parole. Sur la place spécifique des musiques de tradition orale dans les ressources que vous mettez à disposition, parce qu'évidemment c'est bien plus large hein, et ce n'est Oui, pas oui, le bien sûr. principal au niveau du nombre de ressources disponibles. Pardon, je n'ai pas bien entendu la Je question. dis que les musiques de tradition orale ne sont pas majoritaires dans toute la masse d'informations que vous mettez à disposition. Non, non, bien sûr, c'est évidemment le reflet de la programmation à Cité de la Musique Philharmonie de Paris. Et c'est vrai que les musiques du monde ou les musiques de tradition orale ne sont pas majoritaires. On a néanmoins, en termes de vidéos, je crois que j'ai noté ça quelque part, on a environ 140 concerts en termes de vidéos et 230 en audio, ce qui est quand même déjà pas mal, plus beaucoup de fiches et de ressources associées. Enfin, c'est quand même pas ridicule non plus, quoi. Est-ce qu'elles sont traitées de manière différente que les autres musiques? Est-ce qu'il y a un angle d'approche différent? Non, sauf des notions de contexte peut-être qui sont plus exprimées, plus appuyées, on va dire, que pour ce qui est de la musique classique, bien que pour la musique classique, en fait, on parle aussi beaucoup de contexte. D'accord. Gwenaël souhaitait prendre la parole. Oui, en fait, concernant les publics, j'avais parlé d'un point qui nous semblait important, c'est de pouvoir faciliter la diffusion, le partage des données. Mais tout à l'heure, aux interventions précédentes, on a parlé de données chères à la musique. Il y a un point sur lequel on travaille aussi activement, c'est d'aller voir les utilisateurs potentiels. Donc pour l'instant, en ce moment, on fait un travail assez conséquent auprès des médiathèques, auprès des médiateurs du patrimoine, auprès de guides conférenciers, pour leur présenter l'outil. Et après, leur dire, mais de quoi vous avez besoin, vous, lors de vos médiations, de quel outil, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, la matière existe. Nous, on est en mesure de mettre en place des outils qui vous permettront, dans vos activités de médiation, patrimoniale, culturelle, de s'en emparer, de présenter les documents. Et donc, on a un accès donc, par le numérique. Mais il nous semble important de rencontrer les acteurs qui font de la médiation, qui rencontrent les gens, et pour avoir un retour direct, et que de cette interaction puisse aboutir de nouveaux outils, de nouvelles modalités d'usage, de consultation. D'accord. Jérôme, sur cette question? Nous, au niveau des publics, les retours qu'on a, c'est quand ça ne marche pas. Ça, c'est sûr. Donc, comme Canal Braze est bénévole, Canal Braze est fragile, donc il peut y avoir des bugs et des interruptions. Voilà. Autrement, en termes de retour, on en a très peu aujourd'hui sur les 2 années d'existence. Après, on connaît le public, le premier public, c'est le public qui est venu par nos agendas, consulter l'agenda du Fesnos pour savoir où aller danser le samedi et qui est fan de ces musiques-là et qui va les écouter. Après, on a une vision vraiment très très floue de nos usagers en termes de web radio pour l'instant. D'accord. Alors, on a une dizaine de minutes si on veut respecter l'horaire. Et alors, soit je pourrais lancer une autre thématique de discussion, mais c'est peut-être plus intéressant de laisser la parole à la salle si on a le temps de prendre quelques questions et remarques, autant de saisir. Il y a déjà une question au premier rang ici. Bonjour. J'aimerais réagir à la séquence du gamelan mécanique. J'ai eu la chance d'assister aux prémices de ce travail, c'est-à-dire la naissance de la représentation du gamelan par ce cycle, connaissant Cathy Basset, qui était ethnomusicologue, et qui a fait donc une grande recherche. Plusieurs années, elle consacre toujours sa vie à l'étude de la musique balinaise et indonésienne. Ce gamelan mécanique, c'était pas du tout fait, cette représentation en cycle. C'est elle qui a eu réellement l'idée de cette transposition en écriture d'une musique orale. Et elle l'a trouvé de cette manière la plus naturelle, logique, mais ça, c'est arrivé après peut-être 15 ans de recherche. Comment c'est reconnu au niveau droit,
Est-ce que le concepteur de cette écriture, parce que c'est un média, c'est une écriture, comment est-il reconnu? J'entends beaucoup parler de bénévolat, mais voilà, c'est un travail phénoménal. Voilà, je voulais savoir ça. Anne-Florence? Alors, en fait, quand vous parlez de ça, vous parlez de la représentation qui en a été faite d'un point de vue numérique ou de la conception de l'idée que cette musique pouvait se représenter de façon cyclique, ouais. Cyclique, en cercle, oui. ouais. Je parle aussi de la conception, d'arriver jusqu'à la page numérique qui permet. D'accord. Oui, Du coup, là, il y a deux personnes différentes, on va dire. Il y a d'une part Cathy Basset, puisque vous l'avez nommée, qui effectivement, après de nombreuses années d'études sur place, s'est rendu compte, mais alors ça, il l'explique aussi dans la partie éditoriale qui n'a pas été montrée là. Donc c'est la partie contexte dont je parlais tout à l'heure. Elle explique que dans cette musique, il y a le gong qui est central et que tous les autres instruments tournent autour en quelque sorte. Je suis en train vraiment de caricaturer sa pensée qui n'est pas facile à résumer en quelques mots. Mais effectivement, donc on va dire que ça c'est un travail scientifique. Donc ça c'est le résultat d'un travail scientifique de comprendre que cette musique peut se représenter de cette façon-là. Après, une fois qu'on a la représentation de la musique, c'est pas très compliqué de mettre ça sous forme numérique. Là, du coup, c'est un autre professionnel qui fait ça. C'est comme l'écrivain et le graveur, quoi. Un petit peu, voilà, exactement. Et du coup, la notion de droit là-dedans, je dois vous dire que je suis un petit peu embêtée pour vous répondre, mais ni elle, ni Olivier Coquelin, puisque c'est lui qui a fait la représentation d'un point de vue numérique, n'a, demandé d'être rétribué, enfin, d'être reconnu pour cette représentation-là, disons, d'un point de vue enfin, peut-être vous pouvez penser à déposer un modèle ou un brevet, par exemple, et on pourrait aller jusque-là, mais enfin, là, ça c'est pas présenté en tout cas. Oui, mais comme il y a une chaîne, il y a le musicien, l'édition, la chaîne de la gravure, tout ça dans l'édition du disque, il y a toute une chaîne économique autour de ça. Donc voilà, c'était ma question. Mais bon, elle reste sans réponse parce que du coup, on parle pas mal de bénévolat aussi dans d'autres, et il faut que ça avance. Voilà, c'est clair. Donc, d'accord, mais merci beaucoup. Je vous en prie. Gérald Guillot, excusez-moi, juste pour répondre de façon très courte. Bonjour Anne-Florence. En fait, je crois que là, à la base, il y a un travail scientifique. Et c'est vrai que toutes les personnes qui travaillent dans ce monde savent qu'elles vont passer leur temps, notamment les analystes en ethnomusicologie, à créer des modèles. Et il ne vient jamais à l'idée de personne de déposer quoi que ce soit. On crée des modèles pour le monde scientifique, pour comprendre le réel. Et ça fait avancer la science. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire, peut-être maladroitement, mais en tout cas, c'est ce que je comptais dire. Ça, c'est une question pour Jérôme ou peut-être pour toi. Je trouve que le site Tamcrez est très formidable et quelque chose de vraiment intéressant pour moi. Et j'espère que vous pouvez parler sur le sujet d'un réseau social qui est sans avertissement, sans la présence des politiciens, la corporation, et qui fonctionne vraiment comme un réseau social populaire ou peut-être traditionnel. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est la valeur de ça et la possibilité d'avoir ça dans le monde? Alors c'est vrai qu'en termes de réseau social, bon, pour les plus jeunes, vous n'avez pas vécu ça, mais Tamcrez a décollé grâce à un forum en fait. Donc au départ, Tamcrez est né en 2001 de la volonté de mettre à disposition l'agenda du FESNOS, et puis il a vivoté pendant 4 ans, et en 2005 on a sorti un forum qui l'a complètement fait exploser parce que il y avait un
un trou à ce moment-là en termes de réseau social, en termes d'échange, en termes de création d'un groupe qui va discuter d'une même passion, etc. Et on a eu 7000 ou 8000 inscriptions en un an sur un forum qui a eu des centaines de milliers de messages, que ce soit pour parler de la musique et de la danse, mais aussi pour aller... c'était devenu aussi un lieu de rencontre, peut-être même un lieu de drague. Enfin bon, voilà, il y a eu beaucoup de choses sur le forum de Tom Craze. D'ailleurs, j'en ai une archive que je garde précieusement avec beaucoup de dossiers. Mais à un moment où les réseaux sociaux ont explosé, les discussions, elles se sont déportées sur ces réseaux sociaux-là. Donc vous aviez votre Fesnose ou votre artiste, les avis et les débats ou sur le concours des bagadous, je sais pas. Tout ça, ça a été déporté en fait sur Facebook et autres. Et le forum de Tom Craze est devenu de plus en plus petit, où s'est fait grignoter par ça. Et on a décidé un beau jour de lui couper la chic et de le laisser tomber, sachant aussi que nous, on n'avait plus trop les moyens non plus bénévoles de le modérer quand ça partait un peu en cacahuète. Alors que bon, si ça part en cacahuète sur Facebook, nous, on s'en fout. Donc voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question, elle se pose, elle est intéressante cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a ces discussions-là ou ces connexions sociales qui se font sur des réseaux sociaux internationaux avec la pub qui va avec, le tracking qui va avec, on sait ce que vous faites, on sait ce que vous aimez, etc. Et il y aura peut-être un jour une rupture avec ça, avec un retour des forums, un retour des plateformes où on reste un petit peu indépendant de ces grosses machines. Alors je ne sais pas si je réponds trop à la question, mais c'est vrai que ça reviendra peut-être un jour. Il y avait les enfants nés grâce à l'émission Tournée Manège, et donc maintenant les enfants nés grâce à Tom Craze qui fêtent leurs 18 ans. Je peux peut-être sortir des dossiers, à mon avis. Voilà, il y en a dans la salle qui n'hésitent pas à se faire connaître, mais ce sera après la pause, puisque nous avons atteint la fin du temps imparti. Si vous avez des frustrations parce que vous n'avez pas pu poser de questions, revenez cet après-midi. Nous aurons notamment une table ronde de conclusion de la journée où des thématiques transversales pourront être mises en valeur. Et si vous avez des questions très pratiques, techniques pour les intervenants, eh bien, ils sont disponibles. Donc retour, vous avez, je crois qu'on va vous montrer le programme de l'après-midi, mais c'est retour à 14h, hein, c'est ça? Merci à vous et à tout à l'heure. Et merci aux intervenants. Au revoir, merci.